3 $, c'est exactement ce qu'il a fallu débourser pour acheter cette mini-maison rouillée et envahie par la végétation, située à la périphérie oubliée d'Atoria. Lorsque Arthur Henderson, 72 ans, a brandi sa palette d'enchères cabossée, la salle des ventes bondées a éclaté d'un rire cruel et retentissant. Les riches promoteurs immobiliers de la ville murmuraient qu'il était un vieil idiot sénile qui gaspillait l'argent de son café du matin pour un tas de bois pourri et rouillé sans aucune valeur. Mais les moqueries cessèrent brusquement 3 jours plus tard. Ce qu'Arthur et sa femme Margaret découvrirent cachés sous le plancher de cette cabane à 3 $ ne se contenta pas de réécrire leur destin financier du jour au lendemain. Cela révéla un secret de ville vieux de plusieurs décennies qui laissa la police locale sans voix, paralysa les familles les plus riches, prises de panique, et changea le cours de leur vie à jamais. Il faisait une chaleur étouffante dans le palais de justice du comté de Clatsop en ce mardi matin humide de novembre. À l'intérieur de la salle des ventes, l'air était chargé de l'odeur des manteaux de laine humide, du café bon marché et rassis, et du désespoir silencieux des gens qui espéraient un miracle. Assis au 3e rang, Arthur et Margaret Henderson se sentaient complètement déplacés. Les mains d'Arthur, fortement calleuses après 40 ans de travail dans la scierie locale, reposaient sur ses genoux usés par le dénime. À côté de lui, Margaret tournait nerveusement son alliance en or, une bague fine et délicate qui avait connu 50 ans de difficultés et de joies éphémères. Ils n'étaient ni des magnats de l'immobilier ni de riches investisseurs. Ils formaient un couple de retraités qui survivaient grâce à une pension qui semblait diminuer de mois en mois. Dernièrement, l'augmentation du coût des médicaments contre l'arthrite de Margaret les avait poussés au bord du gouffre. Ils étaient venus à la vente aux enchères des titres fonciers du comté sur un coup de tête stupide et désespéré, dans l'espoir de trouver un petit bout de terrain bon marché qu'ils pourraient peut-être défricher et revendre pour quelques centaines de dollars de profit. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent entourés de l'élite de la ville. Assis au premier rang se trouvait Harrison Gable, un homme dont les costumes italiens sur mesure et les cheveux argentés lissés vers l'arrière contrastaient fortement avec la foule ouvrière. Gable possédait la moitié des propriétés commerciales d'Atoria et était connu pour racheter des terrains en difficulté afin d'y construire des appartements haut de gamme. Tout au long de la matinée, Gable avait dominé la salle, dépensant avec désinvolture des dizaines de milliers de dollars tout en sirotant son thermos. À la tribune, David Higgins, le commissaire-priseur du comté, essuyait la sueur de son front. La vente aux enchères traînait en longueur et les propriétés restantes n'étaient rien d'autre que des casse-têtes municipaux, des bandes de terre abandonnées, des hangars condamnés et des servitudes oubliées. Très bien, mesdames et messieurs, passons à l'article 42, annonça David en ajustant son micro. Il désigna un écran de projection noir et blanc granuleux derrière lui. Nous avons un terrain de 0,05 acres situé au bout de l'impasse Old Miller Road, comprenant une mini-maison préfabriquée en très mauvais état. La propriété est abandonnée depuis la fin des années 1980. La structure est condamnée. Les enchères commencent à 500 $. Le silence s'est abattu sur la salle. Personne ne leva sa palette. Harrison Gable se cala dans son fauteuil et rit assez fort pour que les rangées derrière lui l'entendent. 500 $ pour une boîte de conserve rouillée. Il faudrait me payer pour que je transporte ces déchets de la décharge, David. Une vague de rire parcourut la salle. Arthur fixait l'image granuleuse à l'écran. La mini-maison ressemblait à une vieille caravane carrée dont on aurait retiré les roues pour la poser sur des parpaings, puis qui aurait été engloutie par des décennies de ronces envahissantes. Elle était incroyablement petite, peut-être 150 pieds carrés au maximum. « Est-ce que j'entends 300 » supplia le commissaire-priseur. Rien. 100. Toujours le silence. David soupira bruyamment en regardant sa montre. « Mesdames et messieurs, le comté veut juste retirer cela de son registre. Les impôts n'ont pas été payés depuis plus de 30 ans. J'accepterai n'importe quelle offre. 10 $. Arthur sentit soudainement une inexplicable oppression dans sa poitrine. Il regarda Margaret. Ses yeux bleu pâle rencontrèrent les siens, remplis d'un mélange d'épuisement et de confiance. Ils n'avaient que 50 $ sur leur compte courant pour tenir jusqu'à la fin du mois. Mais l'esprit d'Arthur était en train de calculer. Même si la structure n'avait aucune valeur, la ferraille seule, le revêtement en aluminium, le câblage en cuivre, s'il en restait, pouvait rapporter 30 ou 40 $ à la casse. C'était une journée de travail pour un maigre profit, mais c'était déjà ça. Avant que son esprit rationnel ne puisse l'arrêter, la main cailleuse d'Arthur se leva. 3 $, dit Arthur d'une voix rauque mais ferme. La salle devint silencieuse.
Les têtes se tournèrent pour regarder le vieil homme vêtu d'une chemise en flanelle délavée. Puis les rires commencèrent. Ce n'étaient pas des rires polis. C'étaient des rires à gorge déployée, les larmes aux yeux. Harrison Gable se retourna. Un sourire narquois illuminait son visage bronzé. « Ne dépensez pas tout d'un coup, vieil homme. Assurez-vous d'avoir fait votre vaccin contre le tétanos avant de mettre les pieds dans ce dépotoir. » Arthur sentit la chaleur monter à ses joues burinées. L'humiliation lui brûlait la gorge, mais il garda sa palette levée. Margaret posa doucement sa main sur la sienne, la serrant pour le rassurer. « Laissez-les rire », semblait dire son geste. 3 $. David Higgins répéta en réprimant désespérément un sourire. « J'ai 3 $ de l'enchérisseur numéro 118, une fois, 2 fois, vendu au monsieur du 3e rang pour 3 $. » Le marteau s'abattit. Arthur expira bruyamment. Il venait d'acheter un bien immobilier pour moins cher qu'un gallon de lait. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau du greffier pour remplir les formalités administratives, Arthur tendit 3 billets de 1 $ froissés. La jeune greffière lui lança un regard compatissant et lui remit un mince dossier en papier craft contenant l'acte de propriété et une clé en fer rouillée qui avait passé des décennies dans le casier des pièces à conviction du comté. « Bonne chance, Monsieur Henderson, dit-elle doucement. Vous allez avoir besoin de beaucoup de fils pour débroussailleuse. » En quittant le palais de justice, Arthur et Margaret se dirigèrent vers leur Ford Ranger 1998 rouillé. Le vent froid de novembre soufflait sur le fleuve Columbia, leur mordant le visage. « Eh bien, Maggie Arthur, » dit-il en l'aidant à s'installer sur le siège passager. « Nous sommes à nouveau officiellement propriétaires immobiliers. » Margaret lui offrit un sourire fatigué et sincère. « Allons voir notre nouvelle maison d'été. » Artie. Le trajet jusqu'à Old Miller Road prit moins de 20 minutes, mais ils eurent l'impression de descendre dans un autre monde. La route était une artère oubliée de la ville, non goudronnée et pleine de nids de poules, fortement ombragée par de grands sapins de Sitka qui bloquaient le soleil de midi. Au bout du chemin de terre sans issue, obscurci par la végétation envahissante, se trouvait l'objet numéro 42. Arthur coupa le moteur. Le silence de la forêt les envahit instantanément. « Oh mon Dieu !» murmura Margaret en regardant à travers le pare-brise boueux. La photo de la vente aux enchères ne rendait pas justice à la dégradation. La mini-maison était complètement envahie par d'épaisses vignes de murs épineuses et du lierre grimpant. Elle ressemblait moins à un bâtiment qu'à une étrange tumeur métallique poussant sur le sol de la forêt. Le revêtement en aluminium, là où il était visible, était fortement oxydé et taché par des décennies de mousse verte et de rouille brune. La seule fenêtre visible était condamnée de l'intérieur par d'épais panneaux de contreplaqué pourrissants. Arthur prit une paire de cisailles de jardin robustes et un pied de biche dans la benne du camion. « Reste dans le camion, Maggie. Laisse-moi dégager un passage jusqu'à la porte. Inutile que tu te fasses lacérer les bras. » Pendant l'heure qui suivit, Arthur coupa et taillada les ronces denses et épineuses. Sa respiration devint haletante et une douleur sourde s'installa dans le bas de son dos, mais une étrange montée d'adrénaline le poussa à continuer. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette structure. Alors qu'il dégageait les broussailles devant l'entrée principale, il remarqua la première anomalie. La mini-maison elle-même était une construction bon marché et fragile, mais la porte d'entrée était solide, en acier épais. Elle semblait provenir d'une chambre forte de banque et non d'une cabane dans les bois. Et puis, il y avait les serrures. Arthur essuya la sueur de son front et regarda, incrédule. La clé en fer rouillé que le greffier du comté lui avait donnée était destinée à la poignée de porte standard, mais au-dessus et en dessous de la poignée, quelqu'un avait soudé de lourds loquets en acier sur le cadre de la porte. Ces loquets étaient sécurisés par 3 énormes cadenas en laiton de qualité industrielle. Ils étaient épais, usés par les intempéries et semblaient presque insensibles au temps. Pourquoi, se demanda Arthur en passant son pouce sur le laiton froid du cadenas supérieur. Pourquoi quelqu'un mettrait-il une porte en acier et 3 cadenas robustes sur une cabane sans valeur au milieu de nulle part? Il retourna au camion. « Maggie, tu devrais voir ça. » Margaret avança lentement sur le chemin dégagé, ses bottes craquant sur les vignes coupées. Lorsqu'elle vit la porte, elle fronça les sourcils. « Artie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui se donnerait autant de mal pour une cabane? Quelqu'un qui voulait être absolument sûr que personne n'entre à l'intérieur, » marmonna Arthur. Il fouilla dans sa boîte à outils et en sortit son coupe-boulon le plus lourd, une énorme paire de mâchoires en acier de 90 cm qu'il utilisait à l'usine. « Reculez, les avertit-il. » Arthur serra les mâchoires du coupe-boulon sur le premier cadenas. Il pressa les poignets l'une contre l'autre, les veines de ses avant-bras saillant sous l'effort. Il poussa un grognement.
Le cadenas en laiton résistait, mais 50 ans de rouille interne avaient affaibli son cœur. Dans un craquement sec et bruyant qui résonna dans le bois silencieux, l'anse se brisa. Il passa au deuxième cadenas, craquement, puis le troisième craquement. Haletant, Arthur retira les lourds cadenas des gonds et les laissa tomber dans la boue. Il prit la clé rouillée du comté, l'inséra dans la serrure de la porte principale et la tourna. Elle était dure, protestant par un grincement métallique strident, mais elle cliqua. Arthur regarda Margaret. Elle lui fit un signe de tête nerveux. Il ouvrit la lourde porte en acier. Un flot d'air vicié s'échappa dans la forêt. Il dégageait une odeur nauséabonde, un mélange puissant de pourriture sèche, de poussière ancienne et d'une forte odeur métallique qui brûlait la gorge d'Arthur. Cela ne sentait pas comme un endroit où quelqu'un avait vécu. Cela sentait comme une tombe. Arthur alluma sa lampe torche puissante et franchit le seuil, balayant l'intérieur noir comme de l'encre avec le faisceau lumineux. Margaret le suivait de près, la main agrippée au dos de sa veste. L'intérieur de la mini-maison contrastait fortement avec l'extérieur rouillé. C'était une seule pièce claustrophobe, mais elle n'était pas remplie de vieux meubles, de déchets ou de nids d'animaux comme il s'y attendait. Au contraire, elle était entièrement recouverte de plomb. Les murs, le plafond, le sol, tout était recouvert de feuilles de métal lourd gris mat méticuleusement rivetées ensemble. La température à l'intérieur était glaciale, 10 degrés Celsius plus froide que l'air extérieur. « Arthur, qu'est-ce que c'est que cet endroit? » murmura Margaret, la voix tremblante. « Je ne sais pas, » répondit Arthur en éclairant les alentours avec sa lampe. Au centre de la pièce se trouvait un seul bureau en métal lourd. Sur celui-ci, une épaisse couche de poussière recouvrait un vieux téléphone à cadran dont le cordon était coupé et une lanterne à pile rouillée. Mais ce qui attira immédiatement l'attention d'Arthur, ce n'était pas le bureau, c'était le sol en dessous. Le revêtement du sol était uniforme partout, sauf sur une surface carrée de 90 cm sur 90 cm située directement sous le bureau. À cet endroit, les rivets étaient différents, plus récents, plus brillants, formant un contour distinct, et au centre de ce carré se trouvait un lourd anneau en fer encastré, une trapour. Le cœur d'Arthur se mit à battre à tout rompre. Les registres du comté indiquaient qu'il s'agissait d'une mini-maison délabrée construite sur un terrain vague. Personne n'avait mentionné de bunker. Personne n'avait mentionné de niveau souterrain. « Aidez-moi à déplacer le bureau, » dit Arthur, sa voix se réduisant à un murmure rauque. Ensemble, le couple de personnes âgées s'efforça de soulever le lourd bureau métallique, le faisant glisser sur le sol en plomb dans un horrible grincement. Une fois le bureau déplacé, Arthur s'agenouilla à côté du trapour. Il saisit l'anneau de fer froid. « Artie, nous devrions peut-être appeler la police, » dit Margaret, de plus en plus inquiète. « Ça ne va pas. On dirait que quelque chose est caché ici. Juste un petit coup d'œil, Maggie. C'est à nous maintenant. Nous devons savoir ce que nous avons acheté. » Arthur appuya ses bottes contre le sol et tira de toutes ses forces. Pendant une seconde, rien ne se passa. Puis, dans un grincement écœurant de métal qui bougeait et de scellés qui se brisaient, la lourde trappe céda. Il l'ouvrit d'un coup sec, la laissant claquer contre le sol. Un souffle d'air froid et vicié s'échappa du vide noir en dessous. Arthur dirigea sa lampe torche vers le trou. Le faisceau de lumière transperça l'obscurité, révélant un étroit escalier en béton menant à une pièce souterraine. Mais c'est ce qui se trouvait au bas de l'escalier qui fit froid dans le sang à Arthur, et Margaret laissa échapper un cri étouffé d'horreur pure. Là, éclairé par le faisceau tremblant de la lampe torche, se trouvaient des dizaines de caisses métalliques vert olive empilées et posées négligemment sur la caisse la plus proche, les fixant de ses orbites vides et creuses, se trouvait un crâne humain. La blague à 3 $ venait de se transformer en cauchemar. Le faisceau de la lampe torche tremblait violemment dans les mains d'Arthur. Pendant un long moment suffocant, ni lui ni Margaret n'osèrent respirer. L'air qui s'échappait du piège avait un goût d'os pulvérisé et de terre humide. Un parfum morbide qui avait sa place dans un cimetière, pas sous un lot vendu aux enchères pour 3 $. Artie. Margaret serra les doigts, enfonçant ses ongles si fort dans son épaule qu'il pouvait les sentir à travers sa veste en flanelle épaisse. Artie, nous devons partir. Nous devons appeler la police immédiatement. Je sais, Maggie. Je sais, murmura Arthur, mais ses pieds restaient collés au sol lourd et pesant. Il ne pouvait détourner les yeux des orbites creuses qui le fixaient. Le crâne n'était pas seul. Lorsque Arthur balaya légèrement le faisceau de sa lampe torche vers la gauche, le reste des restes du squelette apparut. Le corps était affalé de manière étrange contre la pile de caisses vert d'olive, vêtu des restes pourris et rongé par les mites d'un costume sur mesure.
Le tissu s'était désintégré en toile grise, mais le cuir des chaussures de l'homme, des mocassins italiens coûteux, était encore étonnamment intact. Mais ce qui attira l'attention d'Arthur, ce fut l'éclat terne de l'or qui reposait parmi les os des doigts éparpillés sur la caisse la plus proche. « Laisse-moi juste voir une chose, » dit Arthur, sa voix se réduisant à un murmure rauque. « Arthur Henderson, tu as perdu la tête ?» siffla Margaret en reculant vers la lourde porte en acier. « C'est un cadavre. Je veux juste voir les caisses, Maggie. Regarde les inscriptions dessus. » Avant qu'elle n'ait pu l'arrêter, Arthur agrippa la rampe en fer rouillé et descendit lentement les marches étroites en béton. La température baissait considérablement à chaque marche, l'air devenait lourd et complètement immobile. Lorsque ses bottes touchèrent le sol en terre battue du bunker, il se rendit compte que la pièce souterraine était nettement plus grande que la cabane au-dessus. Elle s'étendait vers l'extérieur, creusée profondément dans le socle rocheux de l'Oregon. Arthur s'approcha du squelette, dirigeant prudemment sa lampe vers les caisses métalliques vert olive. Sur le côté de la caisse la plus proche, un nom écrit en lettres jaunes délavées de style militaire fit froid dans le dos d'Arthur. Camp Riley Armed Forces Training Center, Munitions Division, 1981. À côté, une autre caisse portait le logo délavé de la Weyerhaeuser Timber Company, plus précisément de leur département commercial de dynamitage et de démolition. Ce n'était pas l'abri anti-atomique innocent d'un survivaliste. C'était le théâtre d'une activité hautement illégale, lourdement armée et profondément enfouie. La lampe d'Arthur revint sur la main squelettique. L'objet en or qu'il avait aperçu était une lourde bague de signature faite sur mesure, ternie, mais parfaitement conservée. Arthur se pencha, plissant ses yeux de septuagénaire. La face de la bague arborait un blason distinct en relief, une boussole chevauchant une ancre de navire avec les initiales TS gravées en dessous. Arthur eut le souffle coupé, trébucha en arrière et heurta l'épaule contre le mur de terre froid. « Artie, qu'y a-t-il » demanda Margaret, sa voix résonnant dans la pièce. « Maggie, tu te souviens de l'été 83 » demanda Arthur, la voix tremblante, les yeux fixés sur la bague. « Tu te souviens quand le trésor public de la ville a fait faillite du jour au lendemain et que la police a déclaré que le contrôleur municipal avait détourné 3 millions de dollars et s'était enfui au Mexique? » Le silence régnait en haut de l'escalier. Puis la voix horrifiée de Margaret descendit. « Thomas Sterling. C'est lui, Maggie. » Arthur respira, dirigeant la lumière vers le crâne. Il n'est jamais arrivé au Mexique. Il n'est même jamais sorti d'Atoria. La disparition de Thomas Sterling avait été le plus grand scandale de l'histoire du comté de Clatsop. Selon la version officielle, Sterling avait discrètement détourné des millions provenant des fonds de pension et d'infrastructures de la ville, fait sa valise et disparu. Le scandale avait ruiné les entreprises locales, détruit les pensions municipales, y compris une partie du fonds de retraite anticipé d'Arthur, et permis à de riches promoteurs immobiliers, comme Harrison Gable, d'acheter la moitié des propriétés saisies en bord de mer pour une bouchée de pain. Et maintenant, Sterling pourrissait dans un bunker oublié sous une cabane de $3. Arthur regarda la caisse sur laquelle reposait le bras de Sterling. Le loquet était cassé. Arthur utilisa le bout de sa lampe torche pour ouvrir le couvercle. À l'intérieur, il n'y avait pas de détonateur ni de ration militaire. La caisse était remplie de gros registres reliés en cuir, de liasses de billets de $100 en mauvais état et d'une douzaine de vieilles cassettes audio d'agents immobiliers. Le cœur d'Arthur battait contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Les millions disparus de la ville, les vrais livres, les preuves. Il entendit soudain un craquement sec provenant des bois au-dessus d'eux. Margaret poussa un cri de surprise. « Maggie » cria Arthur en se retournant. « Ce n'est qu'une branche, le vent se lève. » Elle lui répondit d'une voix tremblante. « Viens, s'il te plaît. Je suis terrifié. » Arthur baissa les yeux vers la caisse. Il savait qu'à l'arrivée de la police, ce bunker serait scellé. Les hommes riches qui dirigeaient Atoria, ceux qui avaient profité de la disparition de Sterling, avaient toujours des liens étroits avec les autorités locales. Si ces registres prouvaient que Sterling avait été assassiné pour couvrir une vaste conspiration immobilière, ces livres pourraient bien disparaître du coffre-fort contenant les preuves. Agissant par pur instinct de terreur, Arthur plongea la main dans la caisse. Il ignora l'argent en décomposition et saisit un petit registre de poche relié de cuir noir qui se trouvait près du haut. Il le glissa profondément dans la poche intérieure de son manteau en flanelle et ferma la fermeture éclair. « J'arrive !» cria Arthur. Il grimpa précipitamment les marches en béton et claqua la lourde trappe en fer derrière lui. Mais il ne parvint pas à remettre le bureau en place. Il attrapa Margaret par le bras
et la tira hors de la tombe plombée, dans la lumière déclinante de l'après-midi. « Montez dans le camion », ordonna Arthur en verrouillant la lourde porte en acier derrière eux et en empochant la clé. « Verrouillez les portes. J'appelle le shérif Brody. » Moins de 20 minutes plus tard, le hurlement des sirènes déchira le silence des forêts humides d'Old Miller Road. 3 voitures de police du comté de Clatsop dévalèrent l'impasse non goudronnée, leurs pneus soulevant d'épais nuages de boue et de gravier. Les lumières stroboscopiques rouges et bleues se reflétaient sur les imposants épicéas de Sitka, baignant la mini-maison en ruine d'une lueur néon chaotique. Le shérif William Brody fut le premier à sortir de son véhicule. C'était un homme massif, âgé d'une 50aine d'années, dont l'uniforme tendait sur son torse imposant. Brody était un adjoint débutant en 1983 lorsque le scandale Sterling éclata. « Arthur », dit Brody, la main posée lourdement sur la crosse de son arme. En s'approchant du camion, il regarda le couple de personnes âgées, pâles et tremblantes dans la cabine du Ford Ranger. « Le Central a dit que vous aviez trouvé des restes humains. Parlez-moi. » Arthur sortit du camion, les genoux craquants. « Dans la structure, Bill, il y a une porte en acier. À l'intérieur, il y a une trappe qui mène à un bunker. Il est là-dessous. »« Qui est là-dessous » demanda Brody en fronçant ses sourcils épais. « Thomas Sterling ?» Brody se figea. Les 2 jeunes adjoints derrière lui s'arrêtèrent net. Le seul bruit était le crépitement des radios de police et le ronronnement régulier des moteurs des voitures de patrouille. « Arthur, c'est une accusation grave. Sterling est parti depuis 40 ans, dit Brody, la voix baissée d'une octave. J'ai vu sa bague, Bill, la boussole et l'encre, insista Arthur en pointant un doigt tremblant vers la cabane. Il est assis sur des caisses d'explosifs provenant de Camp Raya et Weyerhaeuser, et il y a de l'argent là-bas. Des piles d'argent. Brody serra les mâchoires. Il fit signe à ses adjoints. Sécurisez le périmètre. Tendez le ruban à 50 mètres dans les buissons. Personne ne passe par cette route. Brody tendit la main. Donne-moi la clé, Artie. Arthur lui tendit la clé en fer rouillé. Il regarda le shérif Brody sortir sa lampe torche de son étui et se diriger vers la porte en acier. Le shérif entra dans la pièce doublée de plomb et disparut de leur champ de vision. Pendant 10 minutes interminables, Arthur et Margaret restèrent assis dans le camion. Arthur sentait le lourd registre noir appuyé contre ses côtes à l'intérieur de son manteau. Il avait l'impression d'avoir une brique de matière radioactive pure. Il n'en avait pas parlé à Margaret. Si les choses tournaient mal, il voulait qu'elle puisse nier de manière plausible. Finalement, le shérif Brody sortit de la cabane. Son visage était complètement décoloré. Il retourna lentement vers les voitures de police, ignorant complètement Arthur, et saisit le lourd microphone radio sur son tableau de bord. « Central, ici l'unité 1, » dit Brody, d'une voix qui avait perdu tout son ton autoritaire habituel. « Envoyez immédiatement la police de l'État de l'Oregon ici. Je veux le laboratoire criminel et une équipe de décontamination. Nous avons 1054 confirmés. Et appelez le bureau local du FBI à Portland. » Brody raccrocha le micro et s'appuya contre sa voiture de police, passant une main sur son visage. Il regarda Arthur, les yeux écarquillés, mélange de choc et d'effroi naissant. « Tu n'as rien touché là-bas, n'est-ce pas, Artie ?» demanda Brody doucement. « Juste le couvercle de la caisse pour voir ce qu'il y avait dedans. » Arthur mentit sans sourciller, ses années passées à garder un visage impassible lors des négociations syndicales à l'usine portant leurs fruits. « Bill, qu'est-ce que tout cela signifie? » « Je ne sais pas encore, marmonna Brody en regardant la cabane envahie par la végétation. Mais quoi que ce soit, c'est plus important que de l'argent. Ce bunker est piégé, Artie. Les murs sont armés. Si tu avais laissé tomber une allumette là-bas, tout ce terrain serait un cratère à présent. » Arthur déglutit péniblement, sentant une sueur froide perler dans sa nuque. Avant que Brody n'ait le temps de poser d'autres questions, un élégant SUV, Mercedes noir, déboula sur le chemin de terre, ignorant le ruban jaune de la police fraîchement tendu. Il freina brusquement et dérapa jusqu'à s'arrêter à quelques centimètres d'une des voitures de police. La portière du conducteur s'ouvrit et Harrison Gable descendit dans la boue, ses coûteuses mocassins italiennes s'enfonçant dans la vase. Le magnat de l'immobilier avait l'air furieux, ses cheveux argentés inhabituellement ébouriffés. « Brody, qu'est-ce qui se passe ici? » aboya Gable en marchant vers le shérif. « Je possède les droits de développement des parcelles adjacentes. Vous bloquez la route d'accès. » Le shérif Brody s'avança, levant la main dans un geste universel pour l'arrêter. « Monsieur Gable, c'est une scène de crime active. Vous devez faire demi-tour immédiatement. » Le regard de Gable passa rapidement sur le shérif pour se poser sur Arthur et Margaret dans leur camion rouillé.
Une lueur de reconnaissance suivie rapidement d'une panique plus sombre traversa le visage bronzé de Gable. Une scène de crime? Qu'est-ce que ce vieux fou a fait? Gable ricana en pointant Arthur du doigt. Il a acheté une décharge ce matin et maintenant, vous avez tout le département ici. Harrison, je ne vous le demande pas, avertit Brody d'un ton sévère. Remontez dans votre voiture immédiatement. Gable ne bougea pas. Il fixa intensément la porte en acier ouverte de la cabane, puis reporta son regard sur Arthur. Pendant une fraction de seconde, son arrogance tomba, révélant le visage d'un homme qui venait de réaliser qu'un fantôme vieux de 40 ans venait d'être déterré. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, Henderson, » murmura Gable, sa voix couvrant le vrombissement des moteurs. Ce n'était pas une menace de poursuite judiciaire, c'était une promesse de destruction. Alors que les sirènes de la police d'État se mettaient à hurler au loin, résonnant à travers les montagnes côtières, Arthur glissa sa main dans son manteau, ses doigts serrant fermement le registre en cuir noir. Il savait que Gable avait raison. Ils avaient tiré sur un fil qui était sur le point de démêler toute la ville, et la blague à 3 $ était officiellement devenue un combat pour leur survie. L'interrogatoire au poste du shérif du comté de Clatsop dura bien après minuit. Arthur et Margaret étaient assis dans une pièce stérile éclairée par des néons, racontant la vente aux enchères, le trajet en voiture et la découverte de la trappe à une parade d'enquêteurs de plus en plus haut placés de la police d'État de l'Oregon. Tout au long de l'interrogatoire, Arthur joua à la perfection le rôle du seigneur épuisé et désorienté. Il garda une posture affalée, les mains légèrement tremblantes, et ses réponses furent parfaitement cohérentes. Il ne mentionna jamais le livre en cuir noir qui brûlait dans la poche de son manteau, désormais suspendu innocemment au dossier de sa chaise en plastique. À 2 heures du matin, la police n'avait plus rien à demander. Le FBI avait officiellement pris la juridiction du site de Miller Road en raison de la présence d'explosifs Ayusa de qualité militaire, et le couple fut renvoyé chez lui avec un avertissement sévère de ne pas parler à la presse. Le trajet de retour vers leur modeste maison de plein pied à la périphérie de la ville fut d'un calme étouffant. Margaret regardait par la fenêtre côté passager, sa silhouette éclairée par les lampadaires. Harrison Gable avait l'air d'avoir vu un fantôme, murmura finalement Margaret, alors qu'Arthur s'engageait dans leur allée de gravier. Parce que c'est ce qu'il a vu, Maggie, répondit Arthur doucement, en coupant le moteur. Thomas Sterling était le fantôme qui a bâti l'empire de Gable. Une fois à l'intérieur, Arthur insista pour que Margaret prenne une douche chaude et aille se coucher. Il lui prépara une tasse de thé à la camomille, les mains tremblantes lorsqu'il lui tendit la tasse. Il attendit dans la cuisine jusqu'à ce qu'il entende la respiration rythmée et lourde de sa femme qui s'endormait, épuisée au bout du couloir. Ce n'est qu'alors qu'Arthur tira les rideaux, verrouilla les portes avant et arrière et s'assit à la table à manger en chêne rayé. Il fouilla dans son manteau et en sortit le petit registre noir. Le cuir était rigide et sentait le moisi et la terre froide. Arthur alluma la petite lampe de lecture. Il ouvrit le livre. L'écriture à l'intérieur était méticuleuse, écrite à l'encre bleue, d'une écriture serrée et précise. Thomas Sterling était comptable de profession, et son registre était un chef-d'œuvre de comptabilité illicite. Arthur tourna les pages fragiles et jaunies, ses yeux parcourant les colonnes de dates, de montants en dollars et d'abréviations. Il lui fallut 20 minutes pour déchiffrer l'abréviation de Sterling, et lorsqu'il y parvint, la véritable histoire d'Atoria se déroula devant lui, comme un film d'horreur. La faillite de la ville en 1983 n'était pas le résultat d'un détournement de fonds par un contrôleur avide. Il s'agissait d'une prise de contrôle hostile et coordonnée des infrastructures de la ville par un syndicat composé de ses hommes les plus puissants. Arthur fit glisser son doigt caller sur une page datée du 14 avril 1983. Transfert de 450 000 $ du fonds de pension municipal à la Pacific North Holding Company. Autorisateur T. Sterling, bénéficiaire H. Gable 30%, maire R. Hughes 30%, juge Lavos 20%, shérif S. Brody 20%, Arthur eut le souffle coupé, shérif S. Brody, Silas Brody, le défunt père de l'actuel shérif William Brody. Sterling avait été l'homme de main et avait détourné les fonds de la ville vers des sociétés écrans contrôlées par Gable, le maire, le juge local et le chef de la police. Ils avaient fabriqué de toutes pièces une crise financière qui avait fait chuter la valeur des propriétés afin que Gable puisse s'emparer du front de mer pour une bouchée de pain. Mais ensuite, d'après les notes frénétiques et paranoïaques griffonnées dans les marges des dernières pages, Sterling était devenu cupide.
Il avait exigé une part plus importante pour garder le silence et avait menacé de remettre le grand livre aux autorités fédérales à Portland. La dernière entrée était datée du 2 août 1983, la veille du jour où Sterling s'était officiellement enfui au Mexique. Rencontre avec Gable et Silas au point de livraison de Miller Road ce soir pour récupérer les réserves de cash. Si je ne suis pas de retour, la police d'assurance est virée. Il n'avait une base seulement d'assassiner Sterling pour le faire taire. Il l'avait enterré dans cette tombe recouverte de plomb avec l'argent volé et avait piégé tout le bunker avec des charges explosives. Si quelqu'un trouvait le bunker et déclenchait la trappe par inadvertance, l'explosion vaporiserait les preuves, l'argent et quiconque était venu fouiner. Le revêtement en plomb était probablement destiné à atténuer la signature explosive ou à contenir le souffle. Gable et les fonctionnaires corrompus s'enrichirent de plusieurs milliards de dollars au cours des 4 décennies suivantes, tandis que la classe ouvrière d'Atoria subissait les conséquences financières. Arthur ferma le registre, une sueur froide perlant sur son front. Il ne pouvait pas remettre cela au shérif William Brody. Même si William n'était pas corrompu, la révélation que son père était l'un des fondateurs d'un syndicat meurtrier compromettrait l'enquête. Arthur ne pouvait pas faire confiance aux juges locaux, et il ne pouvait certainement pas faire confiance aux politiciens locaux. Gable les tenait tous dans sa poche. Lui et Margaret étaient seuls à détenir une bombe bien plus dangereuse que celle enfouie sous la cabane à $3. Un craquement métallique aigu brisa le silence de la maison. Arthur sursauta violemment, renversant la lampe de lecture sur la table. Elle tomba sur le sol, plongeant la salle à manger dans l'obscurité. Il resta parfaitement immobile, le cœur battant à tout rompre. Le bruit venait du porche. Crac! Scridge! Quelqu'un était en train de forcer les gonds de la porte moustiquaire. Arthur se déplaça avec une rapidité qu'il n'avait pas eue depuis 20 ans. Il glissa le grand livre noir sous sa chemise en flanelle, le coinçant fermement contre sa ceinture. Il traversa le salon plongé dans l'obscurité, ses pieds chaussés de chaussettes silencieux sur la moquette usée, et se dirigea vers le placard du couloir. Ses doigts trouvèrent le canon froid en acier de son vieux fusil Winchester calibre 12. Il ne l'avait pas utilisé depuis une décennie, mais il le gardait chargé de plomb pour les coyotes qui harcelaient parfois le quartier. Artie. La voix terrifiée de Margaret transperça l'obscurité. Elle se tenait dans le couloir, serrant sa robe de chambre autour de son cou. « Qu'y a-t-il, chérie? »« Baisse-toi, Maggie. Va dans la salle de bain et verrouille la porte. » Arthur siffla, enfonçant une cartouche dans la chambre avec un claquement bruyant et terrifiant. Le bruit sur le porche cessa instantanément. Arthur se plaqua contre le mur à côté de la fenêtre avant. Il tira prudemment le bord du rideau de quelques millimètres. Garé au bout de leur allée, toutes lumières éteintes, se trouvait un gros SUV sombre. Debout sous leur porche, un homme vêtu d'un coupe-vent sombre tenait un lourd pied de biche en acier. Mais c'est le deuxième homme, debout sur la pelouse, qui fit froid dans le dos à Arthur. Même dans la faible lumière de la lune, Arthur reconnut le costume sur mesure et les cheveux argentés. Harrison Gable n'avait pas envoyé Lackeyes. Il était venu lui-même. Il était désespéré. « Casse la vitre !» ordonna la voix étouffée de Gable depuis la pelouse. « C'est un vieil homme. Entre et trouve ce qu'il a pris. Il était dans ce trou. Je sais qu'il a pris quelque chose. » L'homme sur le porche leva le pied de biche vers la fenêtre avant. Arthur n'hésita pas. Il pointa le canon du Winchester vers la porte d'entrée, visa bas et appuya sur la détente. Le bruit de la détonation fut assourdissant dans l'espace confiné du salon. Les plombs déchirèrent la moitié inférieure de la porte d'entrée en bois, creusant un trou irrégulier au centre et projetant des éclats de bois sur le porche. L'homme au pied de biche hurla et lâcha son arme lorsque les plombs transpercèrent ses lourdes bottes. Il tomba à la renverse du porche et s'écrasa dans les rosiers. « J'ai encore 3 cartouches dans ce tube, Gable. » Arthur rugit à travers la porte brisée, sa voix étonnamment calme malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. La prochaine ira en pleine poitrine. « Sortez de ma propriété. » La panique éclata à l'extérieur. Gable attrapa son muscle blessé et le traîna vers le SUV sombre. « Tu es mort, Henderson. Tu m'entends? Tu es un homme mort. » Gable hurla, son sang-froid complètement brisé. Le moteur du SUV rugit, les pneus crissant sur l'asphalte alors qu'il dévalait la rue, disparaissant dans le brouillard côtier. Arthur s'affaissa contre le mur, le lourd fusil tremblant entre ses mains. L'odeur de la cordite emplissait le salon. La porte de la salle de bain s'ouvrit en grinçant et Margaret sortit lentement, le visage complètement pâle. Elle regarda la porte d'entrée détruite, puis le fusil dans les mains d'Arthur. « Arthur, qu'as-tu bien pu prendre dans ce bunker? » demanda-t-elle, la voix tremblante, mêlant terreur et colère.
Arthur plongea la main dans sa chemise et en sortit le grand livre noir. Il le posa délicatement sur la table à manger. La vérité, dit Arthur doucement. Les registres de Thomas Sterling. Ils citent tout le monde, Maggie. Gable, le vieux maire, même le vieux shérif. Ils ont volé l'argent de la ville, assassiné Sterling et piégé le bunker pour le cacher. Gable sait que je l'ai. C'est pour ça qu'il est là. Margaret fixait le petit livre noir comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Pourquoi tu ne l'as pas donné à la police, Artie? Pourquoi l'avoir apporté chez nous? Parce que le père du shérif Brody figure dans ce livre. Maggie Silas Brody faisait partie de l'équipe qui a enterré Sterling. Si je remets ça à la police locale, ça disparaîtra et nous disparaîtrons probablement avec. Margaret pressa ses mains tremblantes contre son visage, assimilant cette horrible réalité. Toute sa vie, elle avait cru qu'Atoria était une ville forestière rude mais honnête. Elle réalisait maintenant que c'était un royaume bâti sur le sang, dirigé par un homme qui venait d'essayer de s'introduire chez elle au milieu de la nuit. « Nous devons appeler le FBI », dit Margaret en se dirigeant vers le téléphone fixe de la cuisine. Elle décrocha le combiné et le porta à son oreille. Un instant plus tard, elle le reposa lentement. « Il n'y a plus de courant », murmura Margaret. La ligne a été coupée. Arthur se dirigea vers la fenêtre de la cuisine et regarda dans le jardin. La forêt dense derrière leur propriété semblait plus sombre et plus menaçante que jamais. Ils n'avaient plus de téléphone, leur porte d'entrée était brisée, et un promoteur immobilier milliardaire savait qu'il détenait la seule preuve qui pouvait le faire condamner à la prison fédérale pour le reste de sa vie. « Il ne va pas laisser Maggie faire », dit Arthur, épépiri. L'esprit en ébullition. Il a paniqué ce soir, mais demain, il utilisera son argent et son influence. Il demandera à la police locale de monter un dossier contre nous où il enverra des professionnels. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Margaret en s'approchant de lui. Elle n'avait plus l'air en colère. Le choc initial s'était transformé en une détermination pragmatique et inébranlable qu'Arthur avait toujours admirée chez elle. « Nous ne pouvons pas rester ici et nous ne pouvons pas quitter la ville par l'autoroute principale. Gable aura des gens qui surveilleront les routes, » dit Arthur. Il regarda la vieille carte encadrée du comté de Clatsop accrochée dans leur couloir. Ses yeux suivirent les lignes bleues irrégulières du fleuve Columbia. Arthur se tourna vers sa femme. « Prends ton manteau le plus épais, Maggie, et va chercher les clés du vieux bateau de pêche en aluminium de mon frère, qui se trouve derrière la maison. Nous n'irons pas à Portland en voiture. Nous prendrons le fleuve. » Le brouillard côtier qui s'élevait de l'océan Pacifique était épais et recouvrait les eaux sombres du fleuve Columbia comme une couverture lourde et suffocante. Derrière leur modeste maison de ranch, les bois descendaient en pente raide vers une petite crique boueuse. Arthur et Margaret se déplaçaient avec une urgence désespérée et silencieuse. Margaret portait son manteau de laine le plus épais, les mains enfoncées profondément dans ses poches, tandis qu'Arthur tirait une lourde bâche en plastique du bateau de pêche en aluminium de 15 tonnes de son frère. Sous sa chemise en flanelle, soigneusement enveloppée dans 2 couches de sacs Ziploc résistants, reposait le grand livre noir de Thomas Sterling. « Attention à la boue, Maggie », murmura Arthur en tendant sa main calleuse pour aider sa femme à monter dans le petit bateau qui tanguait. Le clapotis de l'eau contre la coque en aluminium résonnait dangereusement fort dans la nuit noire. Arthur détacha la corde d'amarrage et poussa le bateau loin de la rive boueuse, pataugeant jusqu'aux genoux avant de se hisser à bord. Ses bottes étaient trempées, l'eau glacée transperçant instantanément ses chaussettes en laine. Il se précipita à l'arrière du bateau, attrapa la corde du vieux moteur Arbor Evinrude de 15 chevaux et tira violemment dessus. Le moteur cracha un nuage de fumée bleue et s'éteignit. « Allez !» siffla Arthur entre ses dents serrées. De l'autre côté de l'eau, en direction de la route principale, le faible bruit des sirènes qui approchaient résonnait à travers les épicéas. Harrison Gable ne s'était pas contenté de s'enfuir. Il avait probablement fait appel à ses relations parmi les éléments corrompus du commissariat local. Si la police les piégeait dans la maison, le registre disparaîtrait et les Henderson seraient accusés d'avoir tiré sur un passant innocent sur leur poche. Arthur tira sur la corde une deuxième fois. Le moteur rugit, émettant un bourdonnement régulier et agressif qui brisa le calme de la crique. Il passa la vitesse, dirigeant le skiff hors de la crique peu profonde vers les courants profonds et traîtres du fleuve Columbia. Leur plan était téméraire, voire suicidaire pour un couple de septuagénaires. Ils allaient naviguer sur le fleuve sombre et glacial pendant 30 kilomètres en amont, contournant complètement la juridiction locale du comté, pour accoster à la station fédérale des gardes-côtes à Cape Disappointment. C'était le seul endroit où Arthur savait que l'argent de Gable ne pourrait pas les atteindre.
Le vent balayait les eaux libres, projetant des embruns glacés sur leur visage. Margaret se blottissait sur le banc central, agrippant les plates-barres si fort que ses jointures étaient blanches. Arthur gardait les yeux rivés sur les faibles feux de navigation qui clignotaient au loin, sa main agrippant la barre pour lutter contre le puissant courant du fleuve qui les entraînait vers le Pacifique. Pendant 30 minutes angoissantes, ils ne virent rien d'autre que l'eau noire agitée et le brouillard épais. Ils avaient l'impression d'avoir glissé dans le vide. Arthur se permit de reprendre son souffle, pensant qu'ils avaient réussi à échapper au filet de Gable. Puis l'obscurité explosa. Un projecteur halogène aveuglant d'une puissance d'1 million de bougies les frappa du côté tribord, transformant le brouillard en un mur blanc brillant et impénétrable. Margaret a crié en se couvrant les yeux de ses bras. Arthur a plissé les yeux face à la lumière aveuglante et a instinctivement réduit la puissance du moteur hors bord. Une énorme coque sombre a fendu les eaux dans leur direction. C'était un navire d'intervention tactique de 28 pieds, dont les 2 moteurs puissants vrombissaient avec une puissance écrasante. Des lumières stroboscopiques bleues et rouges traversaient le brouillard. « Coupez votre moteur. Coupez le moteur et levez les mains en l'air. » Une voix amplifiée numériquement retentit dans un mégaphone. Le cœur d'Arthur se serra. Ils avaient été pris. Le bateau de Gable était plus rapide que le vieux skiff en aluminium d'Arthur. « Artie, qu'est-ce qu'on fait? » cria Margaret pour couvrir le bruit des moteurs. « On ne leur donne pas le registre, » répondit Arthur en criant, la main posée sur la fermeture éclair de son manteau. S'il le fallait, il jetterait le registre emballé dans du plastique au fond du canal, plutôt que de laisser un adjoint corrompu le remettre à Harrison Gable. Le bateau tactique s'approcha de leur petite embarcation, dont le sillage faillit la faire chavirer. Debout sur le pont, éclairé par les lumières vives, se tenait le shérif William Brodie. Il ne portait pas son uniforme habituel. Il était équipé d'un lourd équipement tactique. Un fusil était accroché en bandoulière sur sa poitrine. « Arthur, coupe le moteur !» cria Brodie en se penchant par-dessus la rambarde. Arthur fixa du regard l'imposant shérif. Le shérif S. Brodie. Le nom inscrit dans le registre était gravé dans l'esprit d'Arthur. Le père de William était un meurtrier. Jusqu'où allait la pourriture dans la famille Brodie? « Je sais pour ton père, Bill !» hurla Arthur par-dessus le vent, la voix brisée par le désespoir. Il ouvrit son manteau et en sortit le livre emballé dans du plastique, le tenant au-dessus de l'eau sombre et agitée. « Je sais ce que lui et Gable ont fait à Thomas Sterling. Si tu essaies de monter à bord de ce bateau, je te jure que je le laisserai couler au fond de la rivière. » Le shérif Brodie se figea. Il fixa le petit livre noir dans la main d'Arthur. Pendant un moment terrifiant, les seuls bruits étaient le ronronnement des moteurs du bateau et le clapotis des vagues. Puis Brodie fit quelque chose de tout à fait inattendu. Il leva la main, détacha sa radio et baissa son fusil, le laissant pendre librement à son côté. Il tourna la tête vers la cabine sombre de son bateau de patrouille. « Agent Evans, il a la preuve, » dit Brodie à voix haute. Un deuxième homme sortit de la cabine et entra dans la lumière des projecteurs. Il portait un coupe-vent sombre avec 3 lettres jaunes bien visibles dans le dos. FBI. « Monsieur Henderson, » appela l'agent fédéral d'une voix calme et autoritaire. « Je m'appelle Richard Evans, bureau local de Portland. Éloignez-vous du bord du bateau, s'il vous plaît. Vous ne courez aucun danger. » Arthur hésita, le bras toujours tendu au-dessus de l'eau. « Comment puis-je être sûr que Gable ne vous a pas acheté tous les deux? » Le shérif Brodie s'avança, le visage marqué par une profonde et épuisante tristesse. « Parce que cela fait 10 ans que j'essaie de mettre Harrison Gable derrière les barreaux. Quand mon père est mort, j'ai trouvé un coffre-fort contenant 200 000 $ en espèces, une somme qu'un petit policier de province n'avait aucune raison d'avoir. Je savais qu'il était corrompu. Je savais qu'il était impliqué dans la faillite de 83, mais je n'avais ni le registre ni le corps. Quand vous m'avez dit hier que Sterling était dans ce bunker, je n'ai pas appelé la police d'État en premier. J'ai appelé l'agent Evans. » Arthur baissa lentement le bras. Il regarda Margaret, qui acquiesça lentement, tremblante de soulagement. « Gable est venu chez moi ce soir. » Arthur a dit, sa voix se brisant enfin sous l'effet de la chute d'adrénaline. « Il a essayé de s'introduire chez moi. J'ai tiré sur un de ses hommes. »« Nous savons, » a répondu l'agent Evans. « Nous avons intercepté les appels téléphoniques paniqués de Gable il y a 1 heure. Il est actuellement en détention fédérale, Artie. Nous avons fait une descente dans sa propriété il y a 20 minutes. C'est fini. » Brodie a tendu sa grande main gantée par-dessus le bord du bateau de patrouille. « Montez, vous deux, sortons-vous du froid et mettons ce livre dans un sac de preuves. » Le reste de la nuit s'est déroulé dans un brouillard de lumière clignotante, de bureaux fédéraux et d'innombrables tasses de café infect.
Lorsque le soleil se leva enfin sur le comté de Clatsop, la ville d'Atoria se réveilla dans une réalité complètement fracturée et remodelée. La mini-maison à 3 de Miller Road était envahie par une équipe de matières dangereuses de Via Haloa et des techniciens en explosifs du FBI. Il leur fallut 3 jours pour désamorcer en toute sécurité les explosifs dissimulés dans les murs en plomb du bunker souterrain. Une fois le site sécurisé, les restes de Thomas Sterling ont enfin été retrouvés, clôturant ainsi une affaire de disparition vieille de 40 ans qui hantait le nord-ouest du Pacifique. Le registre qu'Arthur avait sorti de la caisse s'est avéré être la preuve financière la plus destructrice de l'histoire de l'Oregon. Il détaillait exactement comment Harrison Gable, l'ancien maire, et Silas Brody avaient systématiquement drainé les ressources de la ville, assassiné leurs collecteurs de fonds et bâti un empire immobilier grâce aux fonds municipaux volés. L'empire de Gable s'est effondré du jour au lendemain. Le gouvernement fédéral a saisi ses propriétés commerciales, ses comptes bancaires et ses biens de luxe, utilisant la loi Raicho pour démanteler son syndicat pièce par pièce. Mais pour Arthur et Margaret Henderson, la fin du cauchemar a apporté un lever de soleil tout à fait inattendu. Comme les fonds volés appartenaient techniquement à la municipalité et qu'Arthur et Margaret avaient légalement acheté la propriété lors d'une vente aux enchères du comté, les lois sur la saisie sont devenues incroyablement compliquées. Cependant, le gouvernement fédéral avait un mandat clair concernant le recouvrement des fonds volés signalés par des citoyens privés. 6 mois après la nuit terrifiante sur la rivière, Arthur et Margaret se sont présentés au bureau local du FBI à Portland. L'agent Evans remit à Arthur un chèque officiel correspondant à la commission de recherche et à la récompense pour dénonciation autorisée par le ministère de la Justice pour le recouvrement des millions volés à la municipalité. Il s'agissait d'un chèque de 1,2 million de dollars. Arthur fixa le montant, son pouce calleux suivant les zéros. Il regarda Margaret et voyait dont les yeux étaient remplis de larmes. Ils n'auraient plus jamais à se soucier du coût des médicaments contre l'arthrite. Ils pourraient réparer le toit, acheter un nouveau camion et enfin faire ce voyage en Italie dont ils avaient parlé lorsqu'ils avaient 20 ans. La blague à 3 lors de la vente aux enchères du comté avait fait rire l'élite de la ville. Mais au final, Arthur et Margaret avaient découvert la vérité, renversé un empire corrompu et avaient eu le dernier mot, repartant avec une fortune qu'ils avaient obtenue grâce à un coupe-boulon rouillé et un lien indestructible. Quelle aventure absolument incroyable! Si vous étiez arrivé à votre siège en regardant Arthur et Margaret affronter un milliardaire corrompu et survivre aux eaux glacées du fleuve Columbia, vous n'êtes pas le seul. Cela montre simplement que les plus grands mystères ne sont pas toujours cachés dans des tombes anciennes. Parfois, ils sont enfouis juste sous notre nez, attendant que les personnes les plus courageuses et les plus inattendues les déterrent. Si vous avez aimé cette plongée en profondeur dans les événements réels et choquants du bunker à 3 $, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment. Partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment les histoires réelles à la David et Goliath. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine plongée en profondeur palpitante. Dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait si vous aviez trouvé ce piège.